Bonjour chers auditeurs, merci de nous avoir rejoints. Vous écoutez Tout en bloc, un podcast bilingue français et anglais qui passe sur la chaîne Blockchain Radio et qui couvre tout ce qu'il y a à voir avec le monde de la blockchain, éducation, nouvelles, devises, crypto, ainsi que la pop culture blockchain. Mon nom est Otalia Dobrousse, votre hôte basée à Toronto au Canada, et il est 1 heure de l'après-midi. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Chevry, cofondateur et chef technologie du cabinet de consultation Nash, également directeur de la Blockchain Association of Canada et enfin instructeur blockchain à l'Université de York, York University, l'une des universités les plus connues du Canada, aussi basée à Toronto. Alors bonjour Philippe. Bonjour Tania. Alors Philippe, on en parlait tout à l'heure, juste avant de commencer notre show. Donc, en ce moment, vous êtes en train de préparer une conférence qui va se dérouler en octobre à Ottawa. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc la conférence est organisée dans le cadre de l'Association Blockchain du Canada. C'est une association qui a plusieurs années d'existence déjà dans l'industrie, qui a commencé plus dans le milieu Bitcoin et qui a ouvert son horizon dans l'industrie blockchain. Et on travaille énormément à aider à augmenter la qualité des standards dans l'industrie, à faire des liens entre les différents groupes émergents et pôles émergents. Il y a beaucoup de travail au niveau de faire les relations avec le milieu corporatif, le milieu étudiant, le domaine des régulations. Donc, on fait beaucoup de relations avec les différentes agences gouvernementales, autant au niveau de réglementation que de l'intérêt des agences envers les technologies blockchain. Donc, dans ce contexte, on organise une conférence sur le gouvernement et les blockchains au Canada. Donc, on a différents groupes qui vont participer, autant des grosses entreprises du milieu financier que le milieu de la communauté. Donc, on parle de autant des entrepreneurs que des étudiants et les membres de différentes agences gouvernementales qui s'intéressent au sujet ou qui ont fait des projets pilotes. On a déjà fait un événement similaire l'an passé, en 2017. C'était un succès. On avait des ateliers, des workshops, si on veut, où on accompagnait les gens des différentes agences dans l'exploration des technologies, mais aussi des solutions. Donc, on aborde beaucoup à quoi ça sert, où est rendue l'industrie, et on va avoir différents panélistes et speakers qui vont faire des présentations sur l'état de l'industrie et sur un peu les différents défis, autant à l'international que local, et c'est quoi la relation et les jalons espérés pour une saine relation entre l'industrie et les différentes agences gouvernementales. Donc, votre association, Blockchain Association of Canada, est-ce que, en fait, c'est une association qui travaille beaucoup avec le gouvernement? Et par là, je veux dire, quel but l'association espère atteindre? Donc, ça dépend avec quelle agence. Quand on parle, par exemple, au niveau des régulateurs, on a un travail d'éducation, beaucoup. Donc, on fait des tables rondes ou des think tanks avec différents fonctionnaires qui veulent comprendre c'est quoi les implications, c'est quoi l'industrie. Il y a eu une presse très forte sur le fait que c'était associé, que autant la technologie blockchain que les crypto-monnaies
étaient associés au crime ou associés à de la fraude. Donc, il y a une certaine crainte. Donc, on a souvent un travail d'éducation sur non, mais il y a beaucoup d'avantages qui sont plus au niveau de l'innovation, au niveau de l'émergence de marchés qui ont un fort potentiel pour créer de l'emploi. Donc, souvent, c'est de prendre le temps de bien faire comprendre et d'engager un dialogue. Donc, on a un dialogue ouvert, par exemple, avec l'Autorité des marchés financiers au Québec, avec le Ontario Security Commission au Canada, en Ontario. Et donc ça, c'est pour au niveau des régulations. Mais par contre, autant au niveau de l'émergence de l'industrie, il y a un besoin très criant de fonds pour supporter l'industrie. Donc, c'est un autre travail qu'on fait, c'est comment entamer une relation entre l'industrie, les différentes startups et entreprises qui explorent les technologies blockchain et le gouvernement pour avoir du support tant au niveau administratif, logistique que financier. Donc, ce qu'on essaie d'accomplir, c'est un peu ce qu'on a vu émerger au niveau de l'intelligence artificielle dans les dernières années, c'est-à-dire avoir non seulement des subventions, mais aussi une infrastructure supportée par le gouvernement pour pouvoir permettre l'essor et positionner l'industrie canadienne à l'international un peu plus. Je vois. Et donc, depuis quand est-ce que la Blockchain Association of Canada travaille-t-elle avec le gouvernement canadien? En fait, il y a un historique, donc ça a toujours été une conversation, mais je dirais que depuis 2016, c'est beaucoup plus actif. L'année 2017, on a plusieurs, je dirais qu'à chaque mois, dans chaque province, il y a différentes rencontres qui sont organisées. Par contre, ce qui reste à faire, c'est on s'entend que si on compare l'industrie canadienne à différents pôles émergents à l'international, le Canada est à l'arrière-plan et la majorité des entreprises qui essaient de faire des projets utilisant les technologies blockchain au Canada et qui veulent vraiment innover se retrouvent à devoir à plusieurs égards, quitter le pays pour des questions de régulation. Et il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui disent, ben non, on ne veut pas quitter notre pays, on a des familles ici. Et on aime bien les valeurs canadiennes. Donc, on a fait un gros travail au niveau de l'association de aligner et d'engager la communauté. On a fait un certain nombre de collectes d'informations pour voir les intérêts et les valeurs. Et on s'entend sur un certain nombre de valeurs qui sont associées au Canada, qui sont autant les valeurs de prospérité, d'innovation que de diversité, autant des points de vue d'opinion, de vision et même de genre et de couleur. Donc, d'ethnicité, donc de permettre une diversité permet l'innovation, entre autres. Donc, on s'est dit, bon, avec les valeurs qui sont présentes au Canada, il n'y a pas vraiment de raison qu'on ne soit pas un leader dans l'industrie blockchain. Mais pour l'instant, si on compare au UK, si on compare à l'Australie même, ou si on compare à des pays qui sont encore plus émergents au niveau des chaînes de blocs, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit plutôt les Émirats Arabes Unis,
l'Estonie, Gibraltar. Il y a différents pôles qui ont beaucoup plus de flexibilité pour permettre l'innovation de technologies, de la nouvelle économie. Et on voit un essor très, très fort en Asie présentement. Et donc, ce qu'on fait, c'est on engage non seulement de conversation, mais un support de la communauté pour pouvoir positionner le Canada comme un leader dans l'industrie. Cette flexibilité perçue provenant du gouvernement canadien n'a-t-elle pas à voir avec le fait qu'au Canada, chaque province en fait établit sa propre réglementation financière, alors que dans d'autres pays comme la Suisse, Gibraltar, Malte ou même les États-Unis, qui ont quand même une politique plutôt restrictive en ce qui concerne les devises crypto, eh bien les États-Unis ont un marché financier géré par une structure unique nationale, en l'occurrence le SEC. Donc pensez-vous que c'est cette ségrégation des décisions au Canada qui ajoute à la lenteur en matière de réactivité des lois et règles quand on en vient à l'industrie blockchain, qui par contre, elle, évolue rapidement? Je dirais pas que c'est les paliers multiples. Je pense que c'est beaucoup plus, parce que si on regarde même juste par province, il y a vraiment beaucoup de travail à l'interne. Donc, c'est beaucoup plus, je dirais, une crainte du changement. On est dans si on regarde la crise économique 2008, on était un des pays les moins affectés. Et une des raisons, c'est parce que on avait un recul et qu'on avait une stratégie qui était beaucoup plus conservatrice face à l'économie. Et ça nous a permis d'avoir les avantages, de bénéficier plus longtemps des avantages économiques issus de la dernière révolution industrielle, je dirais. Donc, on est encore sur le restant des avantages économiques de fonctionnement de l'ancienne économie. Et donc, ça fait que c'est pour ça qu'on a du retard sur la nouvelle économie présentement. Parce que ça a été avantageux pour le Canada de poursuivre dans la lancée d'une économie qui était, je dirais, qui nous a positionnés comme un des pays, je dirais les plus avantagés économiquement dans le monde. Les plus sûrs économiquement parlant. Oui. Par contre, si on voit au niveau de la nouvelle économie, ce qui est en train d'émerger, c'est des différents modèles économiques qui permettent une meilleure répartition ou qui tendent à vouloir, je ne dirais pas que c'est encore là, mais il y a une volonté de permettre une meilleure répartition des ressources, à permettre une réduction de coûts, une optimisation de certains processus. Donc, si on regarde les structures gouvernementales ou les structures plutôt je parlerais plus de structures de gouvernance, on voit que la capacité de croissance et de gestion avec la complexité de l'économie actuelle devient vraiment de plus en plus difficile. Donc, ce qu'on remarque, c'est que cette complexité, on a les outils qu'on avait avant pour avoir une gouvernance économique sont en train de perdre du terrain et on ne sait plus trop comment on va faire pour gérer économiquement une croissance qui vient avec la digitalisation, qui vient avec les frontières qui s'effritent dû, entre autres, à la transformation numérique. Donc, ce qu'on voit, c'est l'émergence de nouveaux modèles de gérance, de gouvernance, et qui sont basés sur des principes économiques. C'est ce qui est à l'arrière des solutions blockchain,
entre autres, ou plutôt c'est un des éléments cœur de la technologie blockchain, c'est d'apporter des nouveaux outils de gouvernance. Donc, présentement, c'est pour ça qu'on voit que dans des pays qui avaient une moins grande solidité de la structure de gouvernance, c'est plus facile de permettre l'émergence. Donc, je ne dirais pas que c'est à cause de 2 paliers, mais plus le fait qu'on a une moins grande flexibilité à modifier nos systèmes de gouvernance et de décision en ce qui a trait surtout aux décisions publiques ou aux décisions citoyennes, entre autres. Mm-hmm. Oui, et donc ce qui a marché, étant donné l'environnement économique que nous avions en 2008, ne va pas forcément marcher 10 ans plus tard, en 2018, parce que la technologie maintenant change assez rapidement, ce qui transforme le monde à une vitesse grand V et ce qui nous engage à être plus réactifs et à prendre plus de risques, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais plus de risques. Je dirais que ça nous... le changement et la transformation vient toujours avec une période de confusion, je dirais, si on reprend des termes même en psychologie. Donc, des périodes de confusion où c'est ce qui permet le changement. Donc, des périodes où est-ce qu'on quand on tombe dans une période de transformation, ça vient avec une nécessité souvent de se casser la tête, si on prend une expression typiquement québécoise. Donc, de prendre pour trouver des nouvelles façons de faire. Et ça vient avec beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes. Si on regarde dans différentes industries présentement, que ce soit au niveau de la construction, au niveau de l'industrie manufacturière, si je prends Québec par exemple, il y a le gouvernement québécois a fait un certain nombre d'efforts pour dire on est en période de transformation numérique, l'industrie 4.0, c'est maintenant. Mais quand on parle avec les entreprises, on s'entend qu'au Québec, et c'est le même ratio au travers du Canada, 80% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Il n'y a pas un grand nombre d'entreprises de grande envergure. Et quand on pense aux coûts pour faire de l'automatisation, pour expérimenter technologiquement ou avec différents modèles d'affaires, ça vient avec un niveau de risque. Si une entreprise, comme dans le cadre du travail de consultation que mon agence effectue, souvent, les entrepreneurs, quand ils viennent, ils ont la conscience qu'il y a un changement en cours et ils ont un niveau d'angoisse et d'anxiété sur « OK, présentement, mon entreprise fait des revenus, on veut augmenter les revenus, on sait que si on n'adopte pas de nouvelles stratégies, ça va être très difficile d'être compétitif dans une industrie où est-ce que on compétitionne souvent à l'international très rapidement. Et quand vient l'exploration de nouveaux modèles d'affaires, ça vient avec un coût et un risque de briser le modèle déjà existant qui génère souvent des revenus. Donc, c'est là que vient une nécessité ou un besoin peut-être d'avoir de la part du gouvernement canadien un support économique plus large au niveau de la transformation numérique pour dire on va accompagner un virage plus large au niveau des entreprises qui émettent une volonté de se transformer
Et après ça, vient la question qui vient tout de suite après. C'est que quand on entame les conversations, la première, c'est « Ah oui, on veut bien penser à un programme de subvention, mais comment on détermine les balises et surtout les régulations pour éviter la fraude, pour éviter des cas de problèmes de modèles d'affaires qui ne fonctionnent pas et de tomber dans un ratio. On s'entend dans la réalité, c'est vrai que le ratio en innovation, tu prends une start-up, le chiffre commun, c'est une entreprise sur 10 réussit et les autres sont des échecs. Et si on tombe dans le milieu de blockchain ou en innovation de pointe, on tombe dans un ratio de 1% des entreprises qui font vraiment du sens. Ça vient avec un besoin d'accompagnement des entreprises. Et puisqu'il y a un manque d'experts dans l'industrie, il y a une forte demande. Donc, les entreprises, comme les petites et moyennes entreprises, ne peuvent pas se permettre souvent un budget 20% de leur bénéfice, par exemple, pour aller sur l'exploration de nouveaux modèles économiques. Donc, c'est une difficulté qu'on vit qui est moins grande si on pense à des pôles en Asie qui ont déjà, les entreprises ont souvent pas, ils ont moins de stabilité, fait qu'ils se sont habitués à avoir des structures qui se transforment beaucoup plus rapidement. Et ici, une entreprise, l'idéal, on s'entend, ça prend 5 ans à avoir une entreprise qui roule bien ou qui commence à démontrer un succès. Et on n'a pas un nombre de unicorns, comme on dit, très élevé, de licornes en termes de start-up au Canada. Il y en a quelques-unes, mais c'est l'exception plutôt que la règle. Donc, ça vient avec c'est quoi les nouveaux modèles de financement, les nouveaux modèles d'accompagnement. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les entrepreneurs et même les consultants qui essaient d'accompagner ont plus d'avantages à aller à l'étranger que de rester au Canada, même pour la clientèle. Donc, c'est parce que la clientèle étrangère, là, la perception devient différente. Quand on tombe à l'étranger, on fait de la consultation. L'image canadienne est très forte. Donc, l'image canadienne vient avec un standard ou une vision d'un standard très fort. Donc, on a des clients ou des entreprises qui regardent le Canada en disant « Oh, ça serait vraiment un bon potentiel pour non seulement innover, mais pour avoir une croissance économique forte. » Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui voudraient venir au Canada, mais quand vient le temps de faire le pas, ils voient qu'il y a une expertise forte, mais il n'y a pas l'infrastructure tant en termes de régulation que de solidité de support gouvernemental pour accueillir ces nouvelles entreprises. Pour donc en revenir à la conférence, si ceux qui nous écoutent sont intéressés à y participer, soit en tant que spectateur ou en tant que conférencier, où est-ce qu'ils pourraient aller pour en apprendre davantage? Il y a sur le site de l'Association Blockchain du Canada. Donc, je peux partager le lien un peu plus tard. Je ne sais pas si sur le site web du podcast, ça peut être diffusé. Puis, l'événement a lieu le 1er et 2 octobre. Et donc, il y a moyen de contacter les organisateurs directement pour participer. Voilà, alors le site, c'est blockchainassociation.ca.
Ouais. blockchainassociation.ca et donc vous pourrez voir toutes les informations qui ont à voir avec la conférence qui se déroulera du 1er au 2 octobre. C'est bien ça? Ouais. Parfait. Alors, Philippe, vous avez partagé beaucoup d'informations et il semble que vous avez en fait beaucoup d'expérience dans ce domaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous avez atterri dans le milieu de la blockchain et aussi de ce que Nash Agency fait? Je vais essayer de faire court, mais on va commencer loin. Donc, j'ai commencé sur Linux et le milieu open source, peut-être en 98. Et à l'époque, l'open source et le logiciel libre était très peu connu. Et j'ai vu à l'époque, oh, ça a vraiment du potentiel. Ça a pris 10, 15 ans. Et maintenant, une vingtaine d'années plus tard, on voit que tous les serveurs sur la planète, ou une grosse proportion plutôt, tournent sur des logiciels open source. Les grosses compagnies se sont tournées vers le logiciel open source. On parle d'Intel, IBM et autres. Donc, à l'époque, j'avais vu une tendance intéressante. Et puis, donc en 2013, j'ai eu le même sentiment que j'étais tombé sur quelque chose de vraiment intéressant. C'est dans le cadre d'un travail en cybersécurité. Je suis tombé sur un serveur, je regarde et il y avait une technologie qui tournait sur un serveur. Et c'était, je regarde c'était quoi, c'était écrit Bitcoin B. Je sais pas c'est quoi, je regarde sur Google un peu et je tombe sur le white paper, le livre blanc de Satoshi Nakamoto. Je lis et en lisant, je fais OK, on est en train de tomber sur une technologie qui va vraiment révolutionner le monde. Et ce que je voyais, c'était pas tant comment elle était présentement que le potentiel d'avoir une façon de digitaliser la monnaie et de révolutionner après peut-être 2000 ans, 2500 ans, la façon qu'on interagit avec l'argent. Donc, en voyant le potentiel, j'ai fait OK, je dois plonger. Mon entreprise était spécialisée à l'époque en intelligence artificielle. On faisait de la consultation, de l'accompagnement en traitement du langage naturel et différentes solutions dans l'industrie de la finance et du marketing avec des solutions en machine learning. Et on a décidé, mes partenaires et moi, de déplacer l'entreprise au siège social du Bitcoin Embassy, qui était ici à Montréal, un bâtiment dédié, c'était le premier bâtiment dans le monde spécifiquement dédié au Bitcoin. Et donc, à l'époque, c'était vraiment au Bitcoin. Et donc, on a déplacé nos bureaux là en 2013. On a organisé un des premiers meet-up Ethereum. Et ça nous a permis de plonger vraiment dans la culture. Donc, on était vraiment avec les cypherpunks, c'était très intéressant. Au sous-sol, on avait un tas de technologies, du mining, mais aussi du 3D printing. On a exploré à l'époque, plusieurs idées de solutions technologiques qu'on voit présentement émerger dans l'industrie au niveau blockchain. Donc, ça nous a permis d'avoir les mains dans l'industrie assez solidement. Et en cours de route, développer non seulement l'expertise, mais la connaissance. S'entend qu'au niveau de blockchain, on apprend à tous les jours. C'est un ensemble d'outils qui permet de construire, si on prend différents outils de
de cryptographie appliquée et d'économie. On peut construire une blockchain et après ça, on peut émuler ou même supporter différentes fonctionnalités propres à la monnaie. Et en voyant ce potentiel, on peut après ça l'appliquer non seulement à la digitalisation de la monnaie, mais à la digitalisation d'un peu toutes sortes de processus, procédés, procédures qui contient une valeur. Donc, je ne vais pas tomber dans l'explication de la blockchain en soi, mais en voyant le potentiel, on se dit on peut vraiment aider à révolutionner un certain nombre de champs d'industrie qui ont des difficultés, soit en termes de coûts ou en termes de capacité de croissance. Donc, on faisait déjà à l'époque de la consultation auprès des startups. Et Nash, l'agence de consultation, est née il y a 2 ans en se rendant compte que oui, on peut accompagner en faisant de la consultation, mais que le gros du travail, c'est la consultation stratégique avant d'être technologique. Quand on prend que ce soit une entreprise bien établie qui veut s'adapter dans une industrie ou dans un marché émergent, il y a un travail de positionnement stratégique autant du brand que de position stratégique des choix d'investissement en innovation, que de transformation de la culture, quel type d'employés acquérir et même avec quelle entreprise ou pays faire des partenariats. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour vraiment aider les entreprises, que ce soit des startups ou des entreprises plus établies, c'était beaucoup plus un travail en amont de consultation. Et qu'une fois que la consultation est effectuée, là, on peut, l'aide au positionnement stratégique, là, on peut penser à faire une preuve de concept ou expérimenter et commencer à construire un produit. Donc, si je parle de Nash, ce qu'on offre, c'est une solution clé en main où est-ce que on fait autant l'accompagnement du positionnement stratégique de l'entreprise. Donc, on fait beaucoup de design thinking et de solution design. Donc, au niveau du design thinking, on va faire des ateliers, des workshops, on va travailler à l'interne, souvent avec les dirigeants, et on va faire de l'éducation. Donc, ça va être autant faire des présentations à la haute direction que de travailler directement avec la direction pour faire comprendre, ou plutôt pour faire une analyse dans l'industrie. Donc, par exemple, si on prend l'industrie de la musique, par exemple, on peut accompagner, on accompagne un certain nombre d'entreprises dans l'industrie de la musique qui veulent se repositionner. Donc, dans chaque industrie, il y a un moyen d'améliorer la qualité de l'industrie ou de réduire les coûts et d'optimiser les fonctionnements. Donc, pour y arriver, souvent, c'est de prendre dans son ensemble où est rendue l'industrie, comment positionner l'entreprise dans l'industrie. Donc, on va regarder les solutions émergentes et innovantes dans l'industrie. Et après, on va faire des recommandations auprès d'entreprises sur quel produit serait adéquat. Et après, on va entamer la construction du produit avec le client. Donc, c'est une solution clé en main où est-ce qu'on prend à partir du début et on accompagne. Et ce qu'on a créé, c'est un réseau de professionnels, d'entrepreneurs qui sont issus de la culture
émergentes, que ce soit en intelligence artificielle, en technologie blockchain, mais aussi au niveau de la compréhension sociale et culturelle de la transformation numérique. Donc, on accompagne les entreprises en fournissant les experts selon les besoins. Et souvent, c'est des experts, on a l'avantage que c'est des experts qui ne vont pas vouloir travailler dans une entreprise typique et qui sont souvent contents de travailler avec nous parce qu'on leur permet une flexibilité, une diversité de projets. Donc, ça permet souvent d'aller chercher des experts de très haut calibre qui peuvent apporter non seulement leur connaissance, mais une vision qui va donner un avantage concurrentiel à l'entreprise qui fait affaire avec notre agence. Donc, ça, c'est un peu ça nos services. Merci Philippe pour cette explication. Alors, vous êtes aussi un instructeur à Blockchain Hub. Et Blockchain Hub, pour ceux qui nous écoutent, est une association à but non lucratif affiliée avec l'Université de York à Toronto. Et elle a pour mission de faire de l'éducation, de la recherche et de la commercialisation des startups dans l'industrie blockchain. Alors Philippe, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre travail en tant qu'instructeur blockchain à Blockchain Hub? Oui, donc ni simplement, c'est un cours autant pour les analystes et les consultants qui veulent exercer dans le domaine que pour les dirigeants d'entreprise qui veulent comprendre comment naviguer l'industrie et aussi autant pour les investisseurs et les analystes dans les firmes d'investissement qui veulent voir comment évaluer un projet. Donc, ce qu'on couvre, c'est les différents outils et certaines méthodologies pour évaluer la viabilité d'un projet. Et tout en ce faisant, on voit comment réaliser un projet. Donc, on commence avec des outils beaucoup plus connus qui viennent de l'industrie, souvent start-up. C'est-à-dire, on prend des méthodes de design thinking, design sprint, lean startup, et on va aller plus loin en faisant du écosystème mapping, du système mapping. On va faire du mécanisme design. On va faire donc on va couvrir différents outils qui permettent de se faire une idée des différents acteurs dans l'écosystème. Si j'essaie de synthétiser à sa plus simple expression, avec la transformation numérique, un des gros changements, et surtout avec les technologies décentralisées, c'est qu'on tient de moins en moins compte d'une offre de service où est-ce que tu as un client et une entreprise, ou bien où est-ce que tu as une entreprise et une autre entreprise, mais on tombe plus dans la création d'écosystèmes avec des réseaux. Donc, il y a différents acteurs avec différents rôles et on regarde comment ils interagissent et comment une structure économique peut être balancée pour permettre un équilibre entre les différents acteurs et qui est à la fois une réduction de coûts, une optimisation des processus et que ça soit des solutions et des produits qui sont, si on veut, si on prend l'expression anglophone, qui sont win-win, gagnant, je sais pas si ça se dit. Et donc, on va passer au travers des différents outils et on prend des cas concrets issus de l'industrie. Donc, les étudiants vont
avoir des cas concrets et vont faire des travaux eux-mêmes pour faire une analyse avec un cas type. Donc, ça leur donne les outils d'analyse pour pouvoir exercer dans l'industrie et ça va faire une bonne idée de la complexité des projets et comment évaluer le risque et évaluer la pertinence d'un projet, parce qu'on sait qu'il y a énormément de projets qui savent pas trop ce qu'ils font déjà dans l'industrie. Donc, d'outiller des consultants pour qu'ils soient capables d'être critiques et se faire une opinion juste sur un projet. Et donc, quel est le nom de votre cours à Blockchain Hub? C'est Crypto Economy Analyst. Et le cours est disponible autant physique au Blockchain Hub, donc à l'Université York à Toronto, et aussi disponible à distance pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer au Canada. Et la prochaine édition va être en novembre, si je me rappelle bien. Donc, le cours est disponible en anglais seulement pour l'instant. Pour ceux qui nous écoutent, ceux qui aimeraient en savoir plus sur le cours que Philippe donne à Blockchain Hub à York University, le cours s'appelle Crypto Economy Analyst. Vous pouvez vous rendre sur le site de Blockchain Hub www.theblockchainhub.com. Alors, je répète, T-H-E, Blockchain Hub, H-U-B.com. Et le cours en abrégé sur ce site s'appelle CCANT, CCANT, C pour Charlie, C pour Charlie, A pour Alpha, N pour Novembre, T pour Thomas, sur le site de blockchainhub.com, www.theblockchainhub.com. Alors, Philippe, merci pour toute cette information. Donc, nos auditeurs peuvent soit participer à la conférence en octobre à Ottawa ou participer donc à votre cours que vous donnez à Blockchain Hub York University. Ou encore, s'ils sont des entreprises avec des besoins en technologie émergente, ils peuvent vous rejoindre pour en savoir plus sur les services proposés par votre cabinet de consultation. Alors Philippe, en conclusion, pouvez-vous partager votre opinion sur l'état actuel du marché des cryptocurrencies? Surtout que dans les 2 derniers jours, Bitcoin a perdu près de 10% de sa valeur après que la presse ait publié que le géant financier Goldman Sachs serait en train d'abandonner ses efforts d'entrée dans la crypto-monnaie. Donc, ma perception sur le marché actuel est basée beaucoup plus sur l'impact d'une technologie et de solutions émergentes dans la nouvelle économie. Donc, c'est beaucoup plus évalué sur c'est quoi les projets qui sont porteurs, c'est quoi les projets qui vont avoir un impact réel dans la vie de tous les jours. C'est est-ce qu'on est capable de faire une redistribution des richesses? Est-ce qu'on est capable d'avoir des nouvelles solutions de gouvernance? Et est-ce qu'on est capable de réduire les coûts dans certaines industries ou d'optimiser des processus? Donc, c'est tous des problématiques qu'on voit énormément de gens se pencher. Il y a des formations qui se donnent un peu partout dans le monde. Donc, pour moi, c'est beaucoup moins sur est-ce que la valeur d'une crypto-monnaie va fluctuer. Si je suis rentré dans l'industrie, Bitcoin était à 100 $. Je l'ai vu monter à tout près de 20 000 $ canadiens il y a quelques temps. Donc, pour moi et la plupart des gens qui sont là depuis longtemps, c'est beaucoup plus une confiance sur le long terme, sur des solutions à très fort impact. Si on regarde l'émergence de systèmes d'opération décentralisés
comme EOS, ou si on regarde des nouvelles façons de gérer des systèmes de vote, où il y a tellement de choses qui émergent au jour le jour que c'est pas vraiment le bon critère d'évaluer l'industrie sur les fluctuations. On s'entend que oui, il y a une volatilité très grande au niveau des crypto-monnaies, mais on s'entend que ça fait 9 ans qu'on expérimente ces nouvelles technologies. Si on compare avec que ça se compte en centaines d'années qu'on est sur les mêmes structures monétaires, c'est pas très surprenant qu'on ait encore du chemin à faire avant d'atteindre une adoption plus globale. Donc, c'est ça mon petit two cents, comme on dit en anglais. Oui, et si on considère que Bitcoin en fin d'année 2017, début 2018, a connu une montée assez vertigineuse de sa valeur en bourse jusqu'à quoi, 20 000 dollars américains, que beaucoup en fait ont attribué à la spéculation puisque ce prix était injustifiable en termes de prouesse technique. Donc, il est normal que cette valeur soit redescendue à un prix oscillatoire mais stable entre 6 000 et 7 000 dans les 7 derniers mois, parce qu'en réalité, et sur le long terme, l'industrie a encore beaucoup de pain sur la planche. J'irai un peu plus loin, associé à ce que tu dis. On essaie d'évaluer Bitcoin et sa valeur, ou plutôt on essaie d'évaluer la valeur des crypto-monnaies comme on évalue des stocks, souvent, ou comme on évalue Par contre, on s'entend que c'est de la digitalisation de fonctionnalités similaires à la monnaie, mais avec différentes fonctionnalités qu'on n'a même pas encore réussi à maîtriser comment ça fonctionne. Donc, oui, c'est sûr que ça suit le cours des intérêts du marché. Et donc, quand il y a un très fort intérêt, la valeur va monter. Quand il y a moins d'intérêt, la valeur va diminuer. Mais c'est beaucoup moins sur l'usabilité pour l'instant. Donc, est-ce qu'il y a énormément de gens qui achètent des biens et services avec des crypto-monnaies? C'est très minime encore. Donc, on va voir, pour l'instant, on regarde Bitcoin et avec les frais de mining, avec différentes difficultés de gouvernance, c'est normal qu'il y ait une redescente de la valeur. Et après ça, on peut s'attendre à d'autres fluctuations, comme on s'entend qu'on tombe dans des systèmes économiques qui touchent à du macroéconomie, qui, quand on pense à des industries complexes ou quand on pense même à des marchés où la valeur globale de certaines économies de grande envergure, on a besoin de spécialistes non seulement en économie, mais on engage des astrophysiciens, on engage des sociologues, on engage différents types d'experts pour essayer de comprendre notre économie. Donc, de réduire la valeur de Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies basée sur une unité de mesure trop simplistique, je dirais, est ce qu'on appelle une réduction par l'absurde. On finit par tellement simplifier que ça fait plus vraiment de sens. Donc, c'est vraiment de changer la perspective et de dire, est-ce que la tendance générale
de la nouvelle économie va aller vers des solutions où est-ce que la monnaie va être digitale. Il y a de grandes chances que oui, parce que ça répond à des besoins propres au 21e siècle. Donc, à un certain moment, on va avoir de plus en plus des monnaies digitales et d'utiliser de la cryptographie appliquée fait du sens pour s'assurer une sécurité, une stabilité de monnaie qui pourrait être piratée quand on tombe dans un environnement virtuel. Donc, ça fait juste du sens, après laquelle ça dépend des points de vue. Donc, le niveau de la maturité de la technologie est aussi important, hein, parce que si on prend Bitcoin ou Ethereum et beaucoup d'autres crypto-monnaies ont des problèmes de croissance qui freinent leur adoption à une grande échelle. Donc, c'est aussi important, hein. C'est même souhaitable, je dirais, parce que si on regarde la complexité d'effectuer des décisions au niveau décentralisé, on s'entend qu'on parle de consensus. Donc, on arrive avec des nouvelles règles où est-ce que on réduit le risque des décisions et on arrive à une entente commune sur des choix d'amélioration et technologique et de fonctionnalité et de gouvernance. Donc, on ralentit le processus d'innovation à partir du moment où est-ce qu'on tombe en décision collective sur l'évolution d'une technologie. Donc, c'est normal que la progression soit lente à cause c'est inhérent même à la structure décentralisée quand on tient en compte que c'est des approches par consensus pour l'instant pour les choix de décision d'amélioration. Donc, mais c'est un problème on s'attaque avec la décentralisation et les crypto-monnaies et les principes de gouvernance à l'arrière, on s'attaque à des problèmes que même les structures politiques, démocratiques et de gouvernance n'ont pas encore résolu. Donc, on s'attaque à des choses qui sont... donc, on prend différents gens extrêmement brillants dans différentes industries, que ce soit au niveau technologique, en économie, en finance, et on fait, OK, comment on règle des problèmes qui n'ont jamais été résolus de d'autres façons? Donc, pour moi, c'est plutôt un bravo et thumbs up à où est-ce qu'on est rendu dans l'industrie présentement. Alors, avec tous ces changements et incertitudes présents dans l'industrie blockchain, est-ce que ce serait le moment pour une personne de changer de carrière pour s'engager à corps perdu dans l'industrie blockchain? Et surtout, combien de temps cette personne devrait se donner pour voir l'épanouissement non seulement de ses propres efforts, mais aussi l'épanouissement de cette nouvelle industrie? Je crois que c'est le bon temps maintenant. C'était le bon temps il y a 5 ans et ça va être le bon temps encore dans 5 ans. C'est un peu comme dire, est-ce que de faire une entreprise web, ça a perduré pendant un bout, mais présentement, si on pense à rentrer dans l'industrie, il y a un besoin criant dans chacune des sphères, que ce soit en finance, en économie, en maths, en développement d'affaires, en marketing, en design. Il y a un besoin dans chacun des secteurs. Donc, ça demande juste de prendre le temps de se renseigner, se documenter
et d'avoir ce qu'on dit souvent dans l'industrie, un peu la compréhension du changement de paradigme qui est en train de se faire avec la nouvelle économie. Et si le travail est fait de comprendre les principes sous-jacents à la nouvelle économie, après, c'est facile pour que ce soit un consultant, un entrepreneur, un professionnel dans diverses industries, de trouver comment appliquer dans son cadre professionnel ou dans les expertises déjà cumulées, que ça soit une continuité. Avant, c'était beaucoup plus un plongeon. C'était beaucoup je quitte tout et j'embarque et je fais que Bitcoin ou je fais que des solutions blockchain. Maintenant, il y a tellement un besoin de diversifier que c'est beaucoup plus facile qu'avant. En termes de maturité, on s'attend à 5, 10 ans avant que l'industrie soit vraiment mature. Même 15 ans selon les plus pessimistes. Les plus optimistes vont dire dans 2 ans, mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de travail. Donc, la porte est grande ouverte pour avoir plus de gens qui s'impliquent. Dans cette optique, et en considérant que, comme vous l'avez si bien mentionné, il y a eu un temps où l'on devait choisir entre une crypto-monnaie versus une autre, mais pas les deux. Alors, aujourd'hui, parallèlement à blockchain, il y a d'autres technologies en plein essor, telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des choses, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et bien d'autres encore. Alors, faut-il tout faire ou seulement en choisir une? En fait, j'aurais tendance à dire que ça dépend du trait de personnalité. Moi, j'ai une tendance, j'ai un mix entre généraliste et expert, donc je suis capable de plonger en profondeur dans une solution technologique, mais aussi d'aller chercher la vision plus large d'ensemble. Je dirais que la vision d'ensemble, c'est d'aller beaucoup plus dans les tendances de convergence des technologies, de nouvelle économie, de gouvernance, de décentralisation, les principes de croissance exponentielle de la technologie et les défis. Et de l'autre côté, un expert qui voudrait plonger 100% dans je deviens un expert Bitcoin ou un expert Ethereum. Il y a la place aussi. Par contre, ce que j'aurais tendance à dire, c'est dans les deux explications que je viens de donner, le focus le plus important, c'est pas la technologie, c'est pas les tendances non plus, c'est est-ce qu'on résout des vrais problèmes, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les choses à améliorer. Donc, c'est de faire un peu prendre un recul et de se renseigner sur c'est quoi les vrais besoins, c'est quoi les vraies problématiques. Je parlais à quelqu'un il y a 2 jours et me parlait des problématiques dans le transport et au niveau du shipping de marchandises et comment est-ce que c'est très, très difficile de réduire les coûts. Et donc là, on tombe dans une problématique dans une industrie spécifique avec un objectif, réduction de coûts. Là, on se dit, OK, comment on fait? On regarde. Et plus tard dans le processus, on arrive avec, ah oui, OK, ben, on a besoin d'appareils plus optimisés au niveau de l'Internet des objets. On a besoin d'intelligence artificielle pour faire de l'analyse des données sur ce qui est transigé. Et on a besoin de solutions blockchain pour pouvoir tracer, suivre le parcours de la marchandise. Donc, on arrive avec une convergence des technologies et on arrive avec une solution, mais on est parti d'une problématique au départ. Eh bien, merci Philippe d'avoir partagé avec nos auditeurs votre expérience et expertise. Merci Otalia pour l'invitation.
très apprécié. De Et on se rien. voit Alors, bientôt à York. oui, on se voit bientôt à Toronto. Alors, c'était Philippe Chevry, nous appelons de Montréal et vous écoutiez Tout en bloc avec Otalia de Brousse, un podcast de la chaîne Blockchain Radio. Merci de nous avoir rejoints et on vous dit à la prochaine.